et j'éteins ça. Hop, on est bon sur ça? Est-ce que ça enregistre? Ouais, en haut, ça enregistre. Hop là. Bon, bah, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Donc déjà, merci à tous d'être présents ce soir. Attendez, hop, c'est tout. D'être présents ce soir pour cette masterclass. Donc, c'est la deuxième masterclass qui s'inscrit un petit peu dans la nouvelle dynamique qu'on porte avec Azélie de faire des masterclass tous les mois sur une problématique différente, enfin sur une thématique différente. Et à chaque thématique, l'objectif, c'est de donner la parole aussi à des membres de notre communauté. Donc, je présenterai un tout petit peu après Parole de patrimoine, comme ça, ce sera... Vous comprendrez un petit peu plus pour les personnes qui ne connaissent pas la dynamique. Donc voilà, là, on a donné la parole à Léa, qui est sémiologue, pour, sur une petite partie de la masterclass, nous éclairer sur déjà ce qu'est le métier de sémiologue et sur les symboles qu'on peut retrouver dans notre petite question des patrimoines de nos campagnes. Donc, moi, c'est Léa Curver et on est accompagné donc de Azélie Simonet et de Léa Thomas Billon. Donc, je suis la cofondatrice de Parole de patrimoine avec Azélie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas forcément toutes nos casquettes, parce qu'il y en a pas mal, donc Parole de patrimoine, c'est tout d'abord une communauté, c'est pourquoi on se retrouve là aujourd'hui. En fait, on a vraiment créé un collectif autour des acteurs du patrimoine, de la culture et du tourisme, avec des amateurs et des professionnels sur ces questions-là. Donc, on est en train de constituer un peu tout le réseau en association. Ça prend un peu de temps. On a accompagné sur ces questions-là puisqu'on a pas mal de projets dans les bacs. Donc, il faut qu'on fasse les choses bien. On est de toute cette dynamique communautaire est née une entreprise où on accompagne des territoires, des porteurs de projets dans la vulgarisation du patrimoine. Donc, aussi bien sur les réseaux sociaux avec notre casquette de médias que sur notre blog, le blog collaboratif qui est ouvert aussi à la communauté. Mais aussi, on va accompagner les porteurs de projets dans la mise en place de projets de vulgarisation du patrimoine dans la vie de tous les jours en créant vraiment des projets de jeux sur le terrain, des circuits de patrimoine. Et on va s'entourer de l'équipe qu'on a autour de nous, qui est notre communauté de professionnels aussi du patrimoine. Donc voilà un petit peu le projet. Dans le cadre de la communauté, on anime du coup ces masterclass. On va lancer des projets de live aussi sur Instagram. Et vous pouvez nous suivre majoritairement sur Instagram, du coup, et aussi sur LinkedIn, qui est un petit peu plus sur le côté professionnel, mais on est nettement moins actifs, pour être honnête. Hop, alors attendez, juste une petite pause. J'ai entendu qu'il y avait de nouvelles personnes qui étaient arrivées. Voilà, hop, excusez-moi. Donc, je laisse la parole à Léa pour qu'elle puisse se présenter par rapport à ce qu'elle fait. Merci Léa pour le bâton de parole. Oui, donc bonjour à tous, bonsoir à tous. Moi, c'est Léa et je suis sémiologue. Donc qu'est-ce que c'est être sémiologue? C'est étudier les symboles et les signes. La sémiologie, c'est l'étude d'un système de signes au sein de la vie sociale. C'est Ferdinand de Saussure qui a théorisé ça. Donc moi, j'ai 26 ans et j'ai créé mon entreprise de sémiologie il y a 2 ans, Caliantus. Hem À la suite, de mes études de littérature, hein, vous voyez là mon mémoire, j'ai étudié pendant 2 ans, dans un recueil de lait breton du XIIe siècle, la symbolique, des animaux et son entrelacement avec, les traditions religieuses qui étaient, en place à ce moment-là, dans l'ère géographique, que j'ai étudiée. Donc moi, la sémiologie, ça a commencé comme ça. Pourquoi le Moyen Âge? Parce que j'ai découvert que en fait, c'était une période charnière, hein, au carrefour de vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances et du coup, au Moyen Âge, tout fait sens, tout est signe. Ça m'a donné envie de creuser vraiment, vraiment beaucoup, la symbolique, bon alors des animaux, hein, j'avais commencé à le faire avec, le bestiaire. Puis après, je me suis formée en ornithologie et en herboristerie pour être à même aussi de comprendre les symboles qui étaient cachés dans l'étude du vivant qui était, autour de nous. Donc grâce à ça, j'essaye de mieux comprendre les symboles qui nous entourent et les symboles qui sont liés aussi aux traditions religieuses, vous verrez ça, un peu plus tard dans la masterclass. Mais globalement, voilà, qui je suis et ce que je fais dans la vie de tous les jours. Être sémiologue, c'est accompagner des entreprises ou des structures, des organisations qui ont besoin, d'avoir un discours qui soit vraiment pertinent, dense et qui soit, éclairé, bah, de la symbolique, elle, qui a traversé tous les siècles et donc d'avoir un regard assez exhaustif, en fait, sur, ce qu'on utilise comme item et quel message, ça véhicule. Voilà pour moi.
Merci beaucoup. Je te redonnerai la parole juste après. Du coup, et pour Azélie, elle interviendra en fin de masterclass sur sur une étude de cas de mise en valeur de ce patrimoine rural. Donc, pour le programme d'échange, pardon, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on va voir le patrimoine rural, ce que c'est, en définissant un petit peu l'espace rural et le patrimoine. On verra que c'est très compliqué, mais on va poser quelques notions avant de se lancer dans le vif du sujet. Après, on va voir ce qu'on appelle le petit patrimoine rural, comment a émergé cette notion de patrimoine rural. On fera un zoom sur quelques éléments du bâti, les fours à pain, les lavoirs, les cabanes avec de gros guillemets, on verra ça aussi, les murs en pierre, les maçons de la Creuse, et Léa interviendra sur la question des croix, des chapelles, des temples, tout ce qui est sur ces symboliques-là. Et enfin, on interviendra avec Azélie sur 2 études de cas pour montrer comment on peut valoriser ce petit patrimoine de 2 manières complètement différentes pour donner un peu des pistes de réflexion. Donc, dans l'idée de cette masterclass, c'est aussi bien de s'adresser aux personnes qui sont curieuses d'en savoir plus et de donner des clés sur comment comprendre toutes ces symboliques et tout ce petit patrimoine qu'on rencontre lors de nos balades ou lorsqu'on passe dans un village, de comprendre un petit peu comment ça se construit, ça s'organise, et aussi de donner des clés au territoire sur comment on peut parler de ce patrimoine-là, comment on peut le mettre en avant et en faire un petit peu le centre d'une dynamique et un levier d'attractivité pour tout ça. Donc, tout au long de la masterclass, n'hésitez pas à intervenir, à ouvrir vos micros pour nous couper, nous poser vos questions. Et à la fin, on prendra quand même le temps vraiment consacré pour échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez déjà fait l'expérience de ce type de projet, si vous avez déjà fait des projets aussi de valorisation de ce patrimoine-là. Donc, on va essayer de tenir les chronos d'1 heure. Voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, on espère que ce temps passé ensemble vous sera utile. Et on vous remercie encore une fois d'être présent ce soir. Donc, pour commencer, vaste question, qu'est-ce que l'espace rural? Donc, l'espace rural, il est défini selon l'INSEE comme un espace qui regroupe l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales qui n'appartiennent pas à l'espace à dominante urbaine. Donc, en fait, on commence les pieds dans le plat par quelque chose qui est très complexe puisque l'espace rural se définit par ce qu'il n'est pas. Il se définit par ce qui n'est pas urbain et quand on parle de valorisation de l'espace rural, c'est déjà compliqué puisqu'on parle de l'espace rural en tant que chose négative, que quelque chose de négatif dès sa définition donnée par l'INSEE. Donc, nous, à travers aussi ça, il y a vraiment cette notion que l'espace rural, il est difficile à définir, comme le patrimoine d'ailleurs, puisqu'il dépend du domaine d'étude. Un sémiologue, un ethnologue, un archéologue, un géographe, un historien ne va pas du tout définir l'espace rural de la même manière. Ça dépend vraiment de son approche. Et l'espace rural a aussi, c'est un espace qui est sensible, une approche sensible. Par exemple, avec Azélie, dans le cadre de Paroles de patrimoine, on définit le Massif central comme un espace rural et on englobe aussi, par exemple, la ville de Clermont-Ferrand, qui est un pôle urbain, qui est aussi une grande ville française, mais qui s'inscrit dans un territoire à dominante rurale et on considère les enjeux quand même qui concernent Clermont-Ferrand comme des enjeux relativement ruraux. C'est une question de perception, c'est une question aussi de parti pris. C'est le parti pris qu'on a avec Paroles de patrimoine. Si on peut donner quelques axes de réflexion, on va dire que c'est un espace qui est globalement ouvert, qui peut être majoritairement agricole, mais qui ne se définit plus que comme un espace agricole, puisque le territoire rural a évolué. On a vraiment de nouvelles fonctions de ce territoire-là, avec notamment les néo-ruraux, donc les urbains qui reviennent à la campagne, où on va avoir des tiers-lieux, on va avoir de nouveaux lieux sociaux, enfin d'espaces sociaux, de rencontres, etc. Enfin, on a vraiment un espace qui se transforme avec le temps et c'est ce qui fait que c'est aussi compliqué de le définir. Et donc, du coup, ça engendre de nouveaux enjeux de développement. L'idée là, c'est pas de creuser toutes ces questions d'espace rural, puisque on n'en finirait pas, il faudrait plus d'1 heure pour le définir, mais voilà, il fallait quand même qu'on fasse un petit clin d'œil à tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce que le patrimoine? Donc là, on va voir que c'est vraiment pas plus simple de définir le patrimoine que de définir l'espace rural, puisque c'est aussi une question de perception. Mais cependant, on aime bien cette définition qui est tirée du dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. C'est ce qui mérite d'être transmis du passé pour trouver une valeur dans le présent,
c'est un ensemble d'attributs, de représentations et de pratiques fixées sur un objet non contemporain, dont est décrétée collectivement l'importance présente qui exige qu'on le conserve et le transmette. Donc là, on a mis en évidence par des couleurs 3 notions qui nous semblent importantes et qui représentent pour nous bien ce qu'est la notion de patrimoine. Déjà, il y a la notion de passé, présent et transmission, donc de futur. Donc le patrimoine, c'est vraiment quelque chose qu'on hérite du passé, qu'on a dans le présent et qu'on a pour vocation de transmettre dans le meilleur état possible. S'ouvre là une parenthèse qui est, il y a deux un petit peu volets sur ces côtés de transmission et de ce qu'on en fait dans le présent. C'est d'une part, on laisse l'héritage tel qu'il est dans le meilleur état possible, tel qu'il était à l'époque pour le transmettre aux générations futures, ou alors dans quelle mesure on peut se l'approprier dans le présent pour parfois dériver son usage, mais participer à sa préservation. J'entends par exemple, j'ai en tête le projet en Haute-Loire qui a été fait dans la chapelle Saint-Alexis, il me semble de nom, où ils ont créé un projet de découverte du territoire, un gros projet immersif de découverte du territoire de la Haute-Loire, dans l'ancienne chapelle qui a été désacralisée. On a les franciscaines à Deauville, pour ceux qui connaissent peut-être, où là, c'est devenu une bibliothèque, un lieu d'exposition, un musée, enfin, c'est vraiment devenu une sorte de lieu culturel mixte où là, on transforme cet héritage du passé, mais on le transmet dans une certaine dimension dans le futur. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est la représentation des pratiques, enfin, c'est la notion de représentation de pratiques et de collectif, puisque ce qui devient patrimoine, c'est à partir du moment où une collectivité, une communauté plus ou moins grande s'intéresse à un objet, à un monument, à une pratique, à quelque chose. C'est là que le patrimoine naît. Et la notion de non contemporain, c'est pareil, on va être sur quelque chose qui est une parenthèse ouverte à partir de quand on peut considérer que c'est du patrimoine dans le sens temporel. Est-ce que ce qu'on construit aujourd'hui, c'est du patrimoine? Il y a la nouvelle reconnaissance au niveau du patrimoine du XXe siècle. Mais en soi, ce qu'on fait aujourd'hui au XXIe siècle, c'est le patrimoine de demain. Donc, il y a vraiment ces questions-là. Il y a beaucoup de questions et de débats qui sont autour de cette notion de patrimoine. On ne va pas rentrer dans tout ça, mais c'était plusieurs notions à soulever. La difficulté dans le patrimoine, c'est qu'il y a plusieurs définitions. Il y a d'abord eu la notion de patrimoine bâti avec les églises, les châteaux. Vraiment, la question architecturale, c'est ce qui revient le plus souvent quand on parle de patrimoine et ce à quoi on pense. Mais il y a aussi le petit patrimoine, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le patrimoine paysager aussi, le patrimoine immatériel avec les pratiques, les histoires locales. Il y a vraiment plusieurs casquettes plusieurs notions de patrimoine qui gravitent autour. Donc voilà. Et donc, si on revient à la thématique de notre masterclass du jour, le patrimoine rural, comment est-ce qu'on est venu à parler de ce patrimoine rural? Le patrimoine rural, il arrive en France, enfin la notion en tout cas de patrimoine rural arrive dans les années 1960-1970, qui est en fait super récent par rapport à cette notion de patrimoine. Donc, pour remonter à comment on est arrivé à reconnaître le patrimoine rural, déjà, on va remonter à la notion de patrimoine qui arrive dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, globalement, où là, on a vraiment une nécessité et une volonté commune de préserver les monuments témoins du génie de chaque siècle. Donc là, on a vraiment, à cette époque-là, cette notion de monument, d'architecture, et pas n'importe quelle architecture, vraiment une architecture emblématique des années en fait en question. Donc là, on va être vraiment sur ce qui va être les châteaux, les églises, on va penser à Versailles, on va penser au Louvre, à Notre-Dame de Paris, vraiment tous ces édifices qui ont une importance bâtie en termes de savoir-faire aussi construction importante, mais aussi dans l'histoire de France. Par la suite, du coup, la notion de patrimoine rural, elle va découler beaucoup des révolutions industrielles au XIXe siècle et de la baisse des populations dans les campagnes et de l'exode rural. Avec le début de l'urbanisation et le départ des populations des espaces ruraux vers les villes. Donc, l'exode rural, qu'est-ce que c'est? Donc là, je suis consciente, je vous donne beaucoup d'informations en même temps. L'exode rural, c'est le départ massif des populations rurales à destination des villes qui ont été motivées par la recherche d'un travail ou de meilleures conditions de vie. En fait, ce qui se passe avec la révolution industrielle, c'est qu'en ville, on va avoir des usines et du coup de la main-d'œuvre.
Et dans les territoires ruraux, et notamment dans le milieu de l'agriculture, on va avoir une augmentation, enfin, de nouvelles manières de travailler, de nouvelles pratiques qui vont émerger avec de nouvelles machines agricoles, de nouvelles manières de voir l'agriculture, ce qui fait qu'il y aura moins besoin de travail au champ. Et donc, les enfants et les petits-enfants des agriculteurs et des familles qui habitent dans ces campagnes vont migrer massivement vers les territoires, enfin vers les villes pour aller chercher de la main-d'œuvre, pour travailler. Et donc, il va y avoir toute une mutation des espaces. Et en fait, ces villes urbaines, non, pardon, ces campagnes vont se vider et le patrimoine, là, devient important puisque les objets du quotidien, les pratiques vont évoluer et beaucoup de choses vont être mises de côté. Et c'est souvent à partir du moment où on ne fait plus attention aux choses que celles-ci peuvent devenir patrimoine puisqu'elles sont importantes dans l'histoire de la communauté de ces campagnes, enfin des habitants de ces campagnes. Est-ce que vous avez des questions sur ça? N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez revenir sur une des choses. Donc, comme je vous le disais, dans les années 1960-1970, on reconnaît cette notion de patrimoine rural. Mais avant d'y arriver, on va avoir plusieurs précurseurs dans ces questions-là. Déjà, c'est en Angleterre et en Allemagne. Ils vont penser à ces questions-là bien avant nous. Ou en Angleterre, c'est dès la fin du XVIIIe siècle avec la notion de mythe de la campagne anglaise. Et en 1920, en Allemagne, on va avoir la reconnaissance du patrimoine rural là, avec la création du parc naturel des Landes de Lunenburg. Donc là, on peut voir un aperçu de ce que peuvent être la campagne anglaise et les Landes de Lunenburg. En fait, on a vraiment cette vocation de conserver le paysage, conserver ces pratiques agricoles en Angleterre et en Allemagne qui émergent plutôt que chez nous en France. Et nous, on va s'en inspirer aussi. On va avoir en 1960 la phrase emblématique d'André Malraux, peut-être que vous connaissez. Le patrimoine s'étend de la cathédrale à la petite cuillère. Et là, on a vraiment une avancée majeure dans la considération de ce qu'est le patrimoine. On n'est plus sur les grands édifices et les cathédrales, comme il le dit, mais on va vraiment aller jusqu'aux petits objets du quotidien, jusqu'aux pratiques. Et là, il y a la dimension de petit patrimoine, de patrimoine immatériel qui va vraiment émerger. Et en 1994, c'est une grosse date importante, avec le rapport sur l'étude du patrimoine rural par Isaac Shiva, qui va vraiment poser la définition de ce patrimoine rural et les critères qui font qu'un patrimoine est un patrimoine rural c'est un rapport qui va être déposé au ministère de la Culture, qu'on peut retrouver aussi en ligne. Il est très intéressant, je vous conseille de le regarder, de le parcourir en tout cas. Ça appuiera la masterclass d'aujourd'hui et il est très accessible, donc ce qui est relativement agréable. Mais entre ces deux grandes dates, de 1960 et 1994, on va avoir quand même d'autres initiatives importante pour la suite. On va avoir en 1940 l'inventaire du folklore rural et en 1972, entre les deux, vous voyez des choses qui se font. La création des musées des arts et des traditions populaires par Georges-Henri Rivière, ce qui va découler en fait à la création des écomusées, notamment, avec cette initiative-là. Donc, revenons à notre patrimoine rural et à sa définition selon Isaac Shiva. Donc, vous pouvez retrouver le rapport avec le QR code. Donc, il parle d'immeubles. Bon, là, on n'est pas sur les immeubles comme on connaît aujourd'hui de 18 étages et j'en passe, mais on est vraiment sur cette question d'habitat. Immeubles formant ce que l'on nomme l'architecture rurale, agrégée ou non, les villages, les hameaux, les habitats et édifices dispersés. En fait, c'est tout ce qui est de l'habitat des campagnes. Les paysages façonnés au cours des âges par les gens qui vivent de la terre, donc vraiment le paysage agricole, les produits du terroir, les techniques, les outils et les savoir-faire. Donc là, on retombe sur nos pattes de ce que peut être le patrimoine dans toute sa diversité et on le retrouve au niveau de cette notion de patrimoine rural qui en fait a cette spécificité d'être très vaste et qui peut croiser plusieurs approches. Et en découle de tout cela, en 1967 et 1971, entre tout ça, la naissance des parcs naturels régionaux et la naissance des écomusées. Donc un écomusée, c'est ce qui met en valeur l'ensemble de la culture et du patrimoine lié à son territoire géographique et à son champ d'intervention. Et ce patrimoine peut être matériel ou immatériel. Là, on a vraiment cette notion de patrimoine multiple
et de territoire. Et les écomusées sont très implantés et en lien avec la population locale. Donc, on a vraiment ce lien étroit avec le territoire, avec son histoire et avec sa pluralité de formes que peut être le patrimoine. Et donc, c'est aussi un aboutissement et une marche importante dans ce qui est la valorisation du patrimoine rural. Mais pour ce qui est les parcs naturels régionaux, les écomusées, on en reparlera sûrement dans une masterclass dédiée, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire qui prendra en fait la suite de cette masterclass-là. Est-ce que, donc voilà, j'ai terminé sur la question un petit peu temporelle de la reconnaissance du patrimoine rural. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à ce niveau-là? J'ai peut-être pas, enfin, j'ai été trop vite. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si je vais trop vite. Ça fait beaucoup d'informations. Donc après, de toute façon, le PDF sera disponible. On vous l'enverra par mail avec le replay de la masterclass. Donc vous pourrez vous repencher sur toutes ces questions-là un peu plus tard. Après, l'objectif, c'est pas d'être exhaustif ni de rentrer dans les détails, mais de vous donner aussi des clés pour après aller creuser en fonction de ce qui vous a fait, ce qui vous a appelé pendant cette masterclass-là. Aujourd'hui, on retrouve des associations de conservation du patrimoine rural. Parmi elles, on peut en soulever, on en a pris 4, il y en a sûrement d'autres et il y en a d'autres, mais celles-ci étaient assez différentes et remarquables par leurs actions. On a Maison Paysanne de France, où là, vous pouvez retrouver sur leur site beaucoup de ressources sur comment entretenir ce patrimoine, restaurer ce patrimoine, le valoriser. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là pour vraiment accompagner les territoires ou même les privés dans ces démarches-là. On a Rempart, qui est connu pour notamment ses chantiers de valorisation du patrimoine, où là, vous pouvez participer en fait à des chantiers participatifs pour restaurer plusieurs éléments du patrimoine. C'est très axé sur le patrimoine quand même bâti, ces deux associations-là. On a Patrimoine Environnement qui est plutôt axé aussi sur la question juridique, comment les territoires ils peuvent mettre en place des choses pour la protection et la conservation du patrimoine rural. Et enfin, Bagalade qui a cette approche plutôt sensible, plutôt humaine du territoire, où là, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui récolte la parole des habitants par rapport à leur patrimoine de cœur, plutôt. Donc là, ça va être une approche très sensible. On enlève presque toute notion historique, d'information, mais vraiment sur qu'est-ce qui nous relie à ce patrimoine-là en termes d'histoire personnelle et en fait, qu'est-ce que ça raconte. Donc, par rapport à cette association-là, on a répondu toutes les deux avec Azélie à une interview. On a chacune présenté un projet qui était, enfin un patrimoine qui était à côté de chez nous. Donc, vous pouvez les retrouver avec les QR codes ou directement sur le site Bagalade. Voilà, globalement pour les associations, je passe assez rapidement, mais n'hésitez pas à aller revoir leur site sur ceux qui vous ont interpellé, notamment Rempart, où là, il y a vraiment une proposition d'action et d'engagement du public pour œuvrer à la restauration du patrimoine. Donc ça, c'est super intéressant. Et Bagalade, où vous pouvez aussi, si vous avez envie de parler d'un patrimoine qui est vers chez vous et qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous contacter, Azélie ou moi. On écrit aussi pour cette association-là, on est engagé pour ce projet-là, pour transmettre la parole du patrimoine, en lien avec parole de patrimoine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux associations, des remarques, des choses à dire ou on continue? Bon, je prends ça pour un oui, je ne retourne pas sur la question, je ne retourne pas, je crois que j'ai entendu un bip. Alors, je vais juste regarder. Alors, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Hop. Je fais un petit état des lieux, pardon pour ce passage par ici. Hop, je remets la slide, je reprends où j'en étais. Maintenant, on a vu tout ça, on va aller un peu plus en détail sur des choses plus concrètes qui vont peut-être plus vous parler. On va revenir sur le patrimoine, du coup, la notion de patrimoine d'architecture vernaculaire et on va voir ce que sont les fours à pain, les lavoirs et les symboles avec Léa, où là, on va vraiment être sur des représentations réelles de ce qu'est le patrimoine rural bâti. Là, on est vraiment sur une partie exclusivement bâtie. Donc, pour commencer, la pierre comme matériau de base, c'est vrai que dans le patrimoine rural bâti, on retrouve forcément la pierre sous différentes formes, sous différents usages en fonction des territoires. On ne va pas avoir les mêmes types de pierres.
les mêmes savoir-faire, donc la même mise en place de ce matériau dans les constructions. Et on ne va pas avoir les mêmes constructions derrière, puisque selon les territoires, on va avoir des contraintes différentes, des usages différents des édifices et des lieux qu'on va construire, en fait, qui sont là aussi pour servir la communauté, pour servir le travail de l'homme et ses besoins. Donc, c'est ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, en fait. L'architecture vernaculaire, si on prend une définition, elle est conçue en harmonie avec son environnement immédiat et ses habitants. Donc, c'est ce que je disais, elle dépend de son territoire, des savoir-faire et des besoins. Ce type de bâti naît des ressources locales et sa conception prend en compte des aspects socioculturels tels que les modes de vie, les usages et les croyances. Cette architecture relève la façon dont différents peuples conçoivent le monde et leur procure ainsi un sentiment d'appartenance. Ce qui est important aussi dans le patrimoine bâti, le patrimoine rural, c'est que comme on est sur une petite échelle aussi, ça va souvent être des lieux qui sont chers au cœur des habitants, puisque pas forcément dans la dimension historique de ce que peut être un lavoir ou un four à pain, mais vraiment c'est sur l'usage qu'il y en a, les pratiques, les souvenirs qu'ils ont avec ces lieux-là. C'est un peu les centres du village, c'est les lieux de rassemblement du village où les gens se retrouvent. Ça a vraiment une empreinte sociale aussi très importante, au-delà d'être une architecture qui reste dans le temps. Il y a vraiment des pratiques autour de ça qui sont intéressantes. Mais on ne va pas forcément en parler aujourd'hui. Petit clin d'œil aux maçons de la Creuse, petit clin d'œil à Azélie qui est creusoise. Et donc, du coup, c'était essentiel pour nous d'en parler. On va pouvoir retrouver chez les maçons de la Creuse, en fait, ils sont connus pour l'usage de la pierre en creuse et toutes les pratiques et les mises en place qu'ils ont faites sur leur territoire, après, se sont étendues ailleurs en France. Les maçons de la Creuse sont vraiment réputés dans toute la France. Là, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais vous pouvez aller creuser de ce côté-là, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Et il y a notamment une association qui s'appelle Pierre en Marche qui en parle très très bien. Là, rapidement, pour vous donner un exemple de ce que font les maçons de la Creuse et ce que peut être l'architecture vernaculaire. Donc là, on a 3 représentations de projets différents. Donc les murs de clôture à double parement avec couronnement. Là, typiquement, c'est un nom vaste et complexe qui, en fait, représente un savoir-faire très spécifique. En fait, c'était des clôtures qui servaient à clôturer les jardins et les maisons d'habitation. Et la vocation première aussi de ces murs de clôture, c'était montrer le savoir-faire. C'était un peu une distinction sociale de montrer le savoir-faire du maçon en question, de son habitation, de faire son mur de cette manière-là, où en fait, on a vraiment des pierres de parement de chaque côté, un remplissage au milieu, et au-dessus, on a ces pierres au-dessus, donc qu'on appelle le couronnement, qui vont permettre de conserver le mur dans la durée. Dis-moi, Azélie, si je me trompe, n'hésite pas à me reprendre, puisque c'est ton sujet plus que le mien. Non, non, j'ai rien à redire. Peut-être juste une précision sur les maçons de la Creuse. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est notamment parce que ce sont ces maçons-là qui ont construit tout un bout de Paris. Et ils sont partis durant l'entre-deux-guerres, notamment et même avant la Première Guerre mondiale, où ce savoir-faire-là, en fait, c'est exporté à Paris. Et il y a des Creusois, des maçons creusois aussi qui sont restés à Paris parce que bah, forcément le confort de vie était mieux, hein. À cette époque-là, nous en Creuse, on n'avait pas, on n'avait pas de douche, on n'avait pas, voilà, enfin, il n'y avait pas un confort comme on pouvait retrouver dans les villes. Et parfois, on peut retrouver des bistrots à Paris, des bistrots creusois. Il y a une vraie bistronomie creusoise à Paris parce que ce sont bah, des familles de ces maçons de la Creuse qui sont restés à Paris, par exemple. Voilà, c'est juste une petite précision. Je te laisse continuer, Léa, c'est très bien, j'ai rien à dire. Ouais, je voulais pas dire de bêtises, donc merci beaucoup. Du coup, on retrouve aussi le pierrier. Donc, du coup, là, le pierrier, ça va être l'accumulation, en fait, organisée des pierres qui vont être enlevées lors ce qu'on va, en fait, entretenir les terrains pour les cultures. On va enlever les pierres qui vont déranger dans le champ et on va les retrouver de manière organisée sur le côté. Donc, ça fait vraiment partie du paysage aussi creusois et qui est représentatif de ces pratiques et de ce savoir-faire et de cet usage de la pierre sèche parce qu'on va retrouver, en fait, après, ces pierres sèches qui sont dans ces pierriers pour d'autres projets comme les murs de soutènement. Donc là, les murs de soutènement, ils vont avoir plusieurs fonctions. Ils vont permettre de retenir la terre. Ils vont aussi permettre de retenir l'eau. Et ce qui est intéressant avec effectivement cet usage de la pierre sèche, c'est que c'est aussi des lieux de biodiversité.
Donc, au-delà, donc là, vous voyez qu'avec juste, entre guillemets, la pierre, on peut parler de la géologie des sols, puisque la pierre, elle va différer d'un territoire à l'autre. On peut parler des savoir-faire, des pratiques, des maçons de la Creuse, par exemple, avec ce qu'Azélie a pu vous raconter. On peut parler de la biodiversité. Donc, en fait, tous nos patrimoines, tout ce qui est le petit patrimoine rural, et parfois, on n'y prête pas forcément attention à ces petites choses qui restent dans notre paysage et dans nos territoires. En fait, ils ont beaucoup de choses à raconter et il y a vraiment toute une ressource à exploiter derrière pour pouvoir le mettre en avant et pour pouvoir transmettre cette histoire avec le grand public. Donc, ce qui redonne, là, on va parler des cabanes avec les grands guillemets, qui ont vraiment des noms typiques selon les territoires. Et là, on est du coup vraiment dans l'expression de ce que peut être l'architecture vernaculaire, puisqu'on a, au-delà d'avoir des pierres spécifiques, des savoir-faire spécifiques et des usages spécifiques, on va avoir des noms spécifiques qui dépendent de la langue locale aussi. On va retrouver, par exemple, dans le Puy-en-Velay, dans le territoire du Velay, on va avoir les chibottes. Donc, les chibottes, c'est des petites cabanes, qu'on peut l'appeler, vous le voyez à l'écran, qui sont faites avec des pierres sèches et un savoir-faire spécifique et qui permettent, dans le Velay, c'était pour tous les agriculteurs en fait qui allaient à la ferme, qui allaient au champ, loin de leur ferme, loin de leur habitation, et ça leur servait d'abri un petit peu quand ils étaient loin de chez eux. On retrouve le même système en Provence, mais là on appelle ça les bories. Les bories, elles servent, elles, pour les bergers. Donc là, vous voyez déjà entre les deux, on retrouve une forme similaire, mais vraiment un savoir-faire et des pierres qui sont vraiment différentes. Et enfin, on retrouve les cadoles, mais on trouve aussi plein d'autres types de noms et plein d'autres types de cabanes avec les guillemets, parce que, voilà, vous comprenez de vous-même. Les cadoles qui sont en Saône-et-Loire, et là, c'est des petites cabanes avec du coup une pierre qui est complètement différente aussi. Et là, ça va être pour les vignerons. Donc, on a vraiment des sites, des architectures complètement différentes pour des vocations complètement différentes. Donc maintenant, nous allons pouvoir parler des fours à pain. Donc pareil, pour les fours à pain, on va retrouver le même principe que pour les bories, les chibottes, les cadoles. C'est vraiment les pratiques locales, les savoir-faire locaux pour les constructions. Mais avant de vous expliquer un petit peu au niveau de l'architecture, on va faire un rapide historique de ces fours, puisqu'il y a eu au départ, pour les fours à pain, à l'époque gallo-romaine, on utilisait vraiment, on faisait la cuisson sous les cloches, donc on ne va pas s'attendre sur ce sujet-là, mais on va vraiment aller sur ce qui nous intéresse ici, c'est le four banal, à l'époque féodale. Qu'est-ce que le four banal? Le four banal, c'est un service que le seigneur féodal devait mettre à disposition de sa paysannerie contre une redevance. Donc en fait, le seigneur qui possédait un territoire, il avait obligation de mettre à disposition un four pour sa communauté, pour la paysannerie, pour qu'ils puissent faire cuire leur pain, cuire aussi le pain du seigneur, mais là on n'avait pas les mêmes céréales et les mêmes pratiques, puisque c'était le pain du seigneur qui était quand même très important. Et en fait, contre l'usage de ce four, il fallait avoir une redevance au seigneur. Donc ces fours banaux, ils vont vraiment perdurer jusqu'au donc 13e siècle avec la suppression des droits de banalité dans les villes sous Saint-Louis, et ils vont rester jusqu'à la Révolution française où là on va vraiment avoir un abolissement total de ces droits de banalité. Et ces fours qui étaient des fours banaux vont devenir aussi ce qu'on peut trouver aujourd'hui des fours communaux. Ces fours qui étaient dans les territoires, la communauté va continuer de les utiliser, mais sans droit de redevance pour le coup. Et les paysans vont marquer leur pain avec des croix ou des marques différentes pour le retrouver lors des cuissons. On va aussi retrouver les fours individuels dans les maisons ou dans les fermes plus importantes. Sur le point de vocabulaire, on peut, donc voilà, pour parler des fours, on peut parler de cette histoire des fours banaux. On peut parler du petit point de vocabulaire. Donc le four, on va le retrouver dans les campagnes. Vous en avez peut-être sans doute déjà vu. Aujourd'hui, on retrouve les fêtes du pain, cette utilisation de ces fours communaux, ces fours anciens, où vraiment ils vont être remis en service, restaurés, remis en service pour une fois par an, 2 fois par an pour des fêtes spécifiques, des fêtes locales. Donc il y a tout ça dont on peut parler. Donc ils ont la même architecture globalement, on retrouve le socle. Donc c'est là où on va poser tous les éléments après pour la cuisson. Donc sur le socle, on va retrouver la sole. Donc la sole, c'est les pierres pavées, c'est vraiment en cercle à l'intérieur, et c'est là où on va avoir la partie chauffante, et c'est là où on va mettre les aliments.
la gueule, donc c'est ce qui fait l'ouverture, et vous voyez qu'on a, qu'on a vraiment l'organisation des pierres qui est différente autour pour faire l'arc. Et à l'intérieur, on a souvent une coupole pour ce qui est une question pour chauffer pour la chaleur, restitution de la chaleur. Donc là, avec le four à pain, on peut parler des traditions, on peut parler de son histoire dans le temps, on peut parler du folklore autour de ça, de ces pratiques un petit peu sociales qu'il y avait autour du four à pain, avec les paysans, l'agriculture, son rôle à différentes époques. On peut parler des fêtes du four à pain d'aujourd'hui, de son architecture. Enfin, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut aborder à partir d'un même élément bâti dans les communes. Et donc, la même chose ici avec les lavoirs. Donc, le lavoir, qu'est-ce que c'est? Un lavoir, c'est un bassin qui est alimenté en eau généralement d'origine naturelle, qui permet de rincer le linge après l'avoir lavé. Effectivement, ce qui est important, c'est que le lavoir, on a tendance à imaginer que c'était pour laver le linge. En fait, c'était juste pour le rincer, et que souvent, pour laver le linge, il y avait besoin de moins d'eau, donc on pouvait le faire à la maison. Donc, pareil ici, un bref historique sur ces questions-là. Au départ, avant les révolutions industrielles, on avait tout simplement des plaques en pierre ou en bois sur les bords d'un plan d'eau ou d'une rivière. Peut-être que vous avez en tête l'image de vieilles cartes postales ou de vieilles photos d'époque où on voit des personnes sur les bords des rivières à laver le linge directement dans les plans d'eau. Mais cette pratique-là va être petit à petit remplacé par l'usage des lavoirs, puisqu'on va avoir une question d'hygiénisme. On va avoir des épidémies énormes qui vont arriver dans cette époque-là, et en fait, pour des soucis d'hygiénisme, on va avoir une loi au Parlement qui va être votée au Parlement pour subventionner la mise en place des lavoirs couverts dans les communes, pour vraiment permettre une hygiénisation de tout ça, et pas avoir la contamination des eaux, et à l'inverse, être contaminé par des bactéries. Cette pratique du lavoir, enfin l'usage des lavoirs va petit à petit péricliter au XXe siècle avec l'apparition des nouvelles technologies, avec les lavoirs mécaniques, puis les machines à laver, les laveries automatiques qu'on connaît aujourd'hui. Mais pourtant, on retrouve des lavoirs dans la plupart des communes. C'est vraiment un édifice bâti qui est très remarquable lorsqu'on passe même juste en voiture dans les villages. Il est quand même encore assez imposant. Donc, comment ça se passait pour les lavoirs? Alors là, on a deux types de lavoirs différents. Ça dépend de leur taille, ça dépend de l'état de conservation aussi. On avait des espaces pour que les lavandières, donc c'était les personnes dont c'était le métier de venir laver le linge, puissent mettre leurs affaires. On a sur le côté des rebords en pierre qu'on trouve ici et de ce côté-là aussi, qui permettaient de taper le linge, de rincer le linge, d'essorer le linge. Et on avait un bassin central qui était plus important. Là, c'était pour rincer le linge. On le retrouve aussi ici. Là, la particularité sur cette deuxième image, on voit qu'il y a un autre bassin. En fait, on a plusieurs bassins. Et c'est vraiment ce qui permettait aussi, en fonction des bassins, de faire les différentes étapes. Donc, de laver le linge en amont, puis de le rincer, etc. Et autour, on retrouve les dalles pour faciliter, en fait, tout simplement, le nettoyage après et l'écoulement des eaux. Donc là, avec le lavoir, c'est la même chose que pour le four à pain ou pour les cadoles et les chibottes. C'est vraiment, on peut parler de l'édifice bâti, des traditions autour de ça, on peut parler de son histoire, on peut parler des lavandières, vraiment des pratiques de ce qu'était de laver son linge à différentes époques. Donc maintenant, pour continuer, je vous propose d'écouter Léa qui va vous parler du cosmos et des symboles sur des éléments du petit patrimoine qui vont être plutôt à vocation plus spirituelle. Nous, on a parlé du patrimoine bâti à usage presque du quotidien dans les pratiques. Et là, Léa va nous présenter d'autres formes de patrimoine bâti. Merci Léa. En effet, là, on vient de voir du patrimoine bâti de façon très utilitaire finalement. Et quand toutes les trois, on a discuté un peu du thème de cette masterclass et de comment je pouvais apporter un petit peu mes yeux, ma lecture du patrimoine, j'ai eu plusieurs choses en tête pour pouvoir donner ces clés de lecture. Parce que le patrimoine, il a beau être rural, il est quand même truffé de symboles et moi, en plus, avec cette spécialisation que j'ai, d'ornithologie, d'herboristerie, je suis quand même souvent, confrontée à du patrimoine qui date. Donc ça, c'était un peu une évidence pour moi de proposer une posture qui était celle
d'un sémiologue, mais du coup qui fait vraiment un pas en arrière et qui envisage son territoire et son environnement, pas simplement de façon immédiate, mais qui voit le passé, le présent, comment ils s'articulent. Et c'est pour ça que la citation dont Léa a parlé tout à l'heure a été super intéressante. Aussi pourquoi et comment quelles pratiques ont eu lieu, pourquoi c'était important. Et si c'est devenu important, c'est que ça a fédéré un certain nombre de personnes. Donc l'aspect social aussi, il était là. Donc ça faisait sens pour moi de parler de plusieurs petites choses. Et alors, on s'est dit aussi que la pierre comme matériau, de base, c'était très intéressant. Et c'est pour ça que moi, je vais me servir de ça comme transition pour vous amener, pour commencer à vous amener sur le cosmos et ses symboles. Pourquoi c'est cosmique? Pourquoi on ne peut pas envisager un dolmen seulement comme ça parce qu'il est devant nous? En fait, le dolmen, c'est une sépulture, hein, ça, c'était son rôle, mais il l'est par rapport, à un alignement solaire, donc il existe en interaction avec un cosmos, avec quelque chose de bien plus large, hein. Il y a des disciplines qui ont été, d'ailleurs, étudiées, l'archéoastronomie notamment, hein, où on voit qu'en fait, ces dolmens-là, ils attendent à un moment, très précis de l'année où la lumière vient rentrer, dedans, et symboliquement, hein, c'est quelque chose qui va revivifier la mémoire, de ceux qui sont enterrés et leur permettre justement un peu de bénir, toute la communauté qui est toujours là, elle. Voilà, donc ça pour moi c'était important de commencer par là en tout cas parce que c'est du patrimoine pour moi, en tout cas en tant que sémiologue, c'est du patrimoine, rural, hein. On se promène et puis on ne sait pas toujours, ce que ça vient nous dire et son message il est là, hein. C'est quelque chose de cosmique encore une fois, la terre en interaction avec le soleil, enfin, il faut reculer. Moi aussi la posture du sémiologue est très intéressante, c'est faire un pas de côté puis, se remettre vraiment, au milieu de cet environnement et apprendre à le relire. Donc, ça, c'était une des premières choses que je voulais évoquer. Alors encore une fois, comme Léa l'a dit, ici, c'est pas, mon but, c'est pas d'être exhaustive. Je vais vous donner des petites clés comme ça, hein, mais on n'ira pas dans le détail. Simplement après le dolmen, il y avait, quelque chose moi qui m'intéressait, c'était la croix. Parce que pareil, on se promène souvent, on en croise, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Mais qu'est-ce qu'elle vient dire et surtout est-ce qu'elle est uniquement liée à ce qu'on connaît de façon, plus évidente? C'est-à-dire est-ce que c'est simplement, la souffrance de Jésus sur cette croix? Eh bien non, la croix c'est un symbole cosmique. Encore une fois, c'est pour ça que vous allez voir que le cosmos, il est là tout le temps dans tous les symboles dont je vais vous parler, hein. Heu, la croix, c'est un archétype du centre, hein, il y a 2 dimensions qui viennent se croiser, hein, mettre au carrefour l'une de l'autre. La dimension, verticale, hein, en sémiologie, la verticale, c'est, le thème de l'élévation, c'est on va vers, la connaissance, vers quelque chose de spirituel et qui vient être croisé par une dimension plus matérielle, et qui vient donc s'équilibrer et faire une synthèse, de tout ça. Donc la croix, c'est le message qu'elle nous apporte. C'est pas simplement la croix, sur laquelle, Jésus a été, crucifié, même si effectivement on est dans cette culture-là. Chez les Romains, c'était un instrument de torture, hein, bien sûr, mais après saint Paul, dans sa lecture, de la crucifixion, lui, il va revenir à cette dimension un petit peu de synthèse, de, d'ouverture qu'elle représente où il va dire, hein, je cite, vous l'avez sur une slide: «Vous connaîtrez l'amour du Christ dans sa profondeur, sa largeur, sa hauteur, le cœur ouvert à toutes les dimensions». Il y a vraiment dans la croix cet aspect d'ouverture, cet aspect qui tient ensemble une dimension qui est, contemplative, hein, donc celle qui va plutôt aller vers le haut et la dimension active. En grec, la croix c'est, strava, hein, et c'est se tenir debout, se redresser, tenir, toutes les dimensions, en une seule. Voilà. Pourquoi c'est intéressant aussi dans notre patrimoine rural? Parce que le plan, des églises et lieux de culte, sont aussi, représentés par une croix, hein. C'est une croix cardinale qui est orientée et centrée et qui, par son plan même, sacralise l'espace. Elle est le centre, de la cité sur laquelle elle rayonne, hein, sur laquelle elle appuie son pouvoir.
Donc c'était important pour moi de faire un petit détour par ici et ce qui va m'emmener, à vous présenter un petit peu ce qui a été à la base de ma réflexion pour, mon intervention ici, qui est le livre de Jean Anny, qui est un professeur des universités, sur le symbolisme du temple chrétien. Alors, et c'était important pour moi d'utiliser le mot temple, hein, parce qu'on parle de tout ce qui va être un lieu de culte, un sanctuaire, un lieu saint, pas, que les abbatiales, pas que les cathédrales, tout ça, tous ces termes un petit peu architecturaux ici, s'effacent pour vraiment, aller à l'essentiel de ce que ça représente et de ce que ça symbolise qu'un temple et pour que vous puissiez, lire ce patrimoine rural, qu'il s'agit d'une toute petite chapelle perdue, dans une campagne comme dans une cathédrale, parce qu'elles reprennent, quand même, la même base. Donc, ce qu'il va nous dire à travers tout son livre, Jean Anny, c'est que l'Église permet, grâce à une combinaison harmonieuse de 1000 symboles, une élévation et un recueillement. Parce qu'on pourrait se dire: «Mais un temple, pourquoi faire?» heu, qu'est-ce qui fait que ça existe et qu'on ne peut pas, être officier, ailleurs que dans ce patrimoine bâti là, ici? Le temple, c'est vraiment ce qui va permettre de communier avec le divin. C'est un espace qui est consacré par son plan même, on vient de le voir. C'est un support de guide à la prière et à la méditation, évidemment. Donc les églises, on ne peut pas dire que ce sont des temples, ce ne sont pas de simples monuments, mais des sanctuaires qui, en fait, permettent, grâce à tous les symboles qui les habitent, à la grâce, de mieux se manifester. Donc, ici, j'aurais pas le temps d'en parler malheureusement, mais je pense aussi aux harmonies numérales, ce qu'on appelle les harmonies numérales, qui sont à la base de l'architecture, et qui notamment le nombre d'or, hein, qui fait que, selon la façon dont un lieu de culte est construit, il permet vraiment c'est très agréable de s'y déplacer. Il y a une convergence vers un lieu particulier, une harmonie des volumes et cetera, qui fait que c'est, justement, très propice au recueillement. Donc voilà pourquoi, c'était, heu, important pour moi, d'en parler. Le temple chrétien, évidemment suite au temple des Juifs, hein, donc après si on remonte dans l'histoire, là c'est pareil, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous avez les premiers architectes dans la Bible et puis, différents personnages qui vont intervenir, pour construire, hein. On en reparlera, très rapidement, notamment du temple de Jérusalem, dans quelques minutes. Hem, mais pourquoi pour moi ça rentre dans cet aspect du cosmos, hein, parce que, le christianisme avant lui évidemment, il y a eu d'autres choses, d'autres traditions religieuses, d'autres religions, hein, qui n'avaient pas les mêmes, configurations. Mais ces traditions-là, elles ont eu lieu, autour du bassin méditerranéen, au Proche-Orient. C'est des traditions cosmiques, en grande partie solaires, donc ce qui me ramène aussi ce qui fait le lien avec les dolmens, hein, dont on vient de parler. C'est des religions qui interagissaient vraiment avec, tout leur environnement et donc qui, pour elles, l'important était de recréer, hem au sein du cosmos, un mini-cosmos et le temple, c'est ça, c'est, quelque part, on recrée l'archétype de la montagne sacrée, heu, en haut de laquelle on allait, communier avec le divin. Ici, c'est vraiment ça, c'est on recrée un mini-cosmos, hein et donc les symboles théologiques qu'on va voir, eux, ils sont compréhensibles, surtout et presque uniquement, par référence à des symboles cosmologiques qui leur sont sous-jacents et qui les ont précédés. Voilà. Donc pour ça, moi, j'ai décidé de vous parler de 2 aspects qui sont le carré et le cube parce que c'est, le carré, pardon, le carré et le cercle, qui sont, les plus importants dans la fondation, hein. Après on verra peut-être plus en détail, quelques petites choses, notamment, végétales et animales. Mais ici, je voulais simplement parler du carré parce que, le carré, c'est ce qu'on appelle un symbole fondamental. Hem, il est le principe même de l'architecture et il est le principe de l'organisation, sacrée, le génie de la création quelque part, quelque chose de fini et donc là, je vous ai mis le plan, enfin la maquette du second temple de Jérusalem, qui, on le voit, je ne sais pas si on le voit très bien d'ailleurs, mais tout est quasiment carré, hein, parce que, c'est la stabilité et cette stabilité, elle va permettre grâce à cet aspect de fondation, de pouvoir ensuite aller vers une élévation et ensuite aller, vers le dôme qu'on va voir donc juste après. Hem
le dôme qui, lui, reproduit le cosmos, ce que je viens de dire, par rapport à sa représentation du ciel. Le dôme, c'est une représentation de la voûte céleste. Je vous ai mis une photo de la voûte de l'église de Saint-Pierre de Blel, qui est une voûte étoilée. Donc là, non seulement c'est le dôme qui le représente de façon métaphorique, mais là, en plus, c'est figuré, les étoiles y sont, elles sont peintes. Simplement, en tant que sémiologue, moi, quand je rentre dans un lieu de culte, c'est ça que je vois. Et c'est ces deux symboles-là, pour moi, qui interagissent et qui, à eux deux, reprennent le dynamisme de tout l'univers. En fait. Donc, c'est vraiment tout l'univers qui est représenté dans quelque chose de bâti. Donc, un mini-univers dans l'univers. Pourquoi le cercle, en fait, pour représenter quelque part la spiritualité et ce besoin d'élévation, parce qu'on nous dit, ça c'est Jean-Anny qui nous le rapporte dans le livre, hein, le cercle et la sphère, dont tous les points sont à égale distance du centre, qui est sans commencement ni fin, représentent l'unité illimitée de Dieu. Donc voilà aussi pourquoi le cercle est un symbole fondamental et la place qu'il occupe. Donc comment on peut voir ces deux symboles s'articuler, donc on l'a vu par le plan de l'église, mais également vous pouvez le voir par rapport au portail, par rapport au clocher. C'est des carrés et des cercles qui interagissent les uns avec les autres. Hein. Donc le cercle reprend la forme du ciel et la stabilité est assurée par le carré, pour rappeler le symbolisme fondamental du temple, qui est l'union du ciel et de la terre. Voilà. Ensuite, on connaît, alors ça, je vous l'ai mis plutôt pour l'anecdote que vraiment pour en parler en détail, mais il y a Durand de Mande, qui est un théologien du Moyen-Âge, qui, lui, a imaginé ce qu'on appelle un plan métaphorique où, pour lui, chacune des parties du temple figurait, symbolisait quelque chose. Hein, donc les vitraux, les saintes écritures, les pavés au sol, le fondement de la foi, les fenêtres, l'hospitalité, etc. Donc ça, pour moi, c'était intéressant simplement de vous dire que c'était une lecture qui existait, mais du coup, elle est vraiment très, très spécifique. Donc, comme on l'a vu, le temple, c'est le reflet sur terre d'un archétype céleste. Hein, on fait descendre le divin. Le temple, il est donc la résidence de Dieu. Tout l'édifice est sacré et cosmique et il est fait donc à l'imitation du monde. Vous allez voir pourquoi juste après. Parce que sur les murs de l'église, sur les piliers de l'église, sont représentés la terre, le ciel, les animaux, les travaux de l'homme, les anges. Tout ça dans l'unique but spirituel d'accompagner le chemin qui va aboutir à la grâce quelque part. Hein. Mais n'oublions pas, et ça c'est important, que le temple c'est une image structurale, pas une image réaliste. C'est vraiment une façon d'accompagner le fidèle, celui qui rentre dans un lieu de culte, à pouvoir toucher la grâce de façon la plus optimale possible. Donc, je vous ai mis 3 exemples. L'exemple de la voûte étoilée, donc on l'a déjà vu évidemment, mais on va y revenir. Et ces 3 exemples que j'ai pris toujours dans l'église de Saint-Pierre à Blel. Donc, je vous ai mis l'image d'un modillon qui figure un bélier, le haut d'un chapiteau qui figure des feuilles d'acanthe, des feuilles grasses, et donc la voûte. Donc simplement assez vite, pourquoi un bélier? Là aussi, c'est important de se remettre à la place des gens qui étaient face à ces architectures-là. Le bélier, c'est le symbole de la naissance, du renouveau. Hein, dans le zodiaque, le bélier, c'est le premier des signes de feu. Donc c'est le feu originel primitif, hein, et c'est ce qui peut signifier la foi. Donc, quand les fidèles se trouvent face à ce genre de symbolique, voilà, ils ont connaissance du zodiaque, ils ont connaissance de toutes ces choses-là, et ça peut leur rappeler de garder une foi très vivante. Hein, voilà. Il y a aussi des auteurs qui nous disent que dans l'architecture romane, lorsqu'il est représenté avec un nez et des yeux humains, donc là c'est le cas, il figurait l'individualité et la conscience que chaque homme a de lui-même et du chemin qui lui reste à parcourir, et de renouveler son énergie vitale et spirituelle comme le bélier le fait dans le zodiaque. Voilà. Ensuite, pour rapidement parler des feuilles d'acanthe, ici c'est des feuilles qui sont pointées vers le haut. Alors au Moyen-Âge,
d'abord au Moyen Âge, mais ensuite, souvent, dans ces architectures-là, il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Ici, elles pointent vers le haut. Il existe des feuilles qui pointent vers le bas, hein, mais là, c'était, le propos pour moi de vous en parler, c'était, justement de repasser sur cette, symbolique, de la vie spirituelle qui s'élève comme, la sève qui est à l'intérieur de ces feuilles et qui figure la foi encore. Donc, comment peut-on avoir une foi qui monte toujours vers le ciel, pour aller vers la grâce? Tous ces symboles-là, comme, je vous l'ai dit au début et je finirai là-dessus, c'est des symboles qui sont empruntés au cosmos et qui sont des supports pour envisager la vie spirituelle. Parce que l'homme a toujours emprunté à la nature ce qu'elle lui proposait pour lui exprimer sa condition humaine. Hem Donc, moi j'aime dire, qu'un temple, chrétien ou pas, c'est une carte au trésor qui mène à la grâce. Tous les symboles présents, ils le sont pour accompagner cette dimension, spirituelle, hein. Là, je vous ai pas parlé des anges, par exemple, mais pareil, ce sont des guides quand ils sont figurés, hein. Et donc, ces symboles-là, ils rendent plus tangibles aux yeux de celui qui les regarde, des référents qu'il est à même de comprendre hem, parce qu'il les côtoie. Hein, tout comme la lumière des mégalithes, qui est censée revivifier les ancêtres. Le langage cosmique, il est universel et il sert le même message de croissance, en tout cas dans les toutes les petites études de cas qu'on a vues là. Et je voulais terminer par quelque chose qui m'avait semblé intéressant, heu, en archéoastronomie, donc on parle beaucoup de tous ces lieux, souvent du néolithique, enfin qui sont très, très éloignés de nous, hein, et qui sont, fondés sur les alignements solaires. Mais, comme je vous ai beaucoup parlé du temple chrétien, moi j'avais voulu, trouver quelque chose qui puisse faire une petite synthèse entre les 2 et j'ai découvert avec joie, la cathédrale d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, hem, qui elle, a été construite de façon à ce que, au solstice, d'été, un ray de lumière solaire illumine la tête de celui qui est assis sur le trône. Alors c'était le trône de Charlemagne à une époque, et qu'à midi au solstice d'hiver, la lumière, illumine la figure du Christ et ses symboles. Donc finalement le même, message, la même façon, d'envisager, la lumière que les populations qui, elles, étaient contemporaines au dolmen. Donc quand dans cette cathédrale-là, le prêtre, officier, hein, il prendrait symboliquement la place du Christ, apportant l'illumination spirituelle aux fidèles. Donc il y a toujours 2 niveaux de lecture, hein, évidemment, et ça peut-être que Léa, vous en parlera, rapidement. Mais, voilà pour moi, voilà pour, ce que je pouvais vous dire sur, le cosmos et ma lecture en tout cas, de tout ce patrimoine, rural. Merci Voilà. beaucoup pour ton éclairage. Ce qui est intéressant, et c'est pourquoi on a fait appel à Léa, c'est, effectivement cette question des symboles. Apprendre en fait dans le sens spirituel, mais pas que, parce qu'en fait dans la question des édifices religieux, quand on se promène pour aller voir un village ou pour même lors de randonnée, on va tomber sur des chapelles, on va tomber sur, des églises, donc en fait sur ces lieux de culte qui quand même, sont très présents dans le paysage et dans, la vie, du patrimoine, enfin des villages et de nos campagnes. Et donc l'idée, c'était vraiment de comprendre aussi comment ça se construisait, de comprendre ce que vous pouvez voir. Pourquoi, ce dôme? Pourquoi, ce carré? Pourquoi, ces symboles, au mur? Et c'était vraiment cet esprit-là qui avait à travers, qu'on voulait, transmettre à partir du travail de Léa. Donc on espère que ça vous aura donné des clés de lecture. Là, pour terminer, rapidement, on va venir, avec Azélie présenter 2 projets. Un qui a été mené par Azélie, donc c'est elle qui en parlera, et un autre qui est un projet, relativement différent, heu, dont on n'a pas travaillé dessus particulièrement, mais qu'on trouvait important de mettre en lumière, avant de clôturer, cette masterclass. On est désolé, ça va dépasser un petit peu, on a commencé un petit peu en retard. Voilà, mais en tout cas, on espère que vous allez pouvoir rester jusqu'à la fin. Et je laisse la parole, à Azélie sur son étude de cas. Merci Léa. Je vais aller, vite, vous inquiétez pas, on a faim. Alors la première étude de cas, c'est donc le projet de valorisation du, petit patrimoine creusois. Donc c'était dans le cadre de, mon stage de fin d'études à la communauté de communes Creuse Confluence Tourisme, donc en Creuse, où, j'ai eu la chance. Tout le monde m'entend? Ça va?
Oui, oui, on t'entend. Ok. Donc, j'ai eu la chance de réaliser 10 circuits sur les villages de cette Comcom, les villages qui ont été sélectionnés pour leur fort intérêt patrimonial. Donc l'idée en fait du projet, c'était de pouvoir rendre accessibles les balades dans les villages creusois pour proposer en fait plus d'alternatives aux visites guidées. Parce que sur la communauté de communes Creuse-Confluence, on a une cité thermale, donc à Ivaux-les-Bains. Et à Ivaux-les-Bains, les visites guidées sont parfois donc calées et pratiquement toutes sur les horaires des curistes et les horaires des cures. Donc parfois, ces horaires-là peuvent être contraignants pour certains touristes ou même pour certains curistes. Et donc, par conséquent, l'idée de balade en autonomie qui pouvait être un plus. Ces touristes ou ces curistes donc, pouvaient aller se promener où ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, avec cette idée de circuit du patrimoine en libre accès. Ce qui était aussi important à la création de ces circuits, c'est la dimension d'accessibilité. Les circuits ne doivent pas dépasser plus de 3 km pour que les personnes aussi à mobilité réduite et les familles puissent y avoir accès. Donc le but de ces circuits, c'était de toucher absolument toute la population, que ce soit les familles, des personnes en situation de handicap, des personnes retraitées, les curistes aussi. Et donc, le fait est que ces circuits-là devaient être dans une approche plutôt pédagogique et authentique aussi des lieux. Le circuit se voulait être construit comme une chasse au trésor. En fait, on se repère, et je vais vous montrer un peu plus dans les détails pratiques, vous allez voir, mais on se repère par rapport au plan, on se déplace en repérant les points sur la carte, et donc il y a un côté ludique qui me semblait essentiel. Donc voilà pour l'idée. Ensuite, donc pour la méthode, une fois l'idée pensée, comment on fait ça? Donc on va le voir avec l'exemple du petit village des Forges à Gouzon juste après. Donc comment on a procédé ou comment j'ai procédé? Donc j'ai pris des rendez-vous avec des personnes qui connaissent les lieux et qui connaissent les lieux, notamment souvent les personnes qui ont grandi dans ces lieux-là ou qui y vivent. En l'occurrence là, pour 50% des circuits, j'ai eu la chance de rencontrer un griteur sur place. Donc un griteur, en fait, c'est une personne bénévole qui accompagne les touristes souvent pour faire visiter leur territoire. Ce sont des vrais ambassadeurs. Et d'ailleurs, petite anecdote, donc tous les greeters que j'ai pu rencontrer possédaient eux-mêmes les clés des églises de ces petits villages. Et donc les 50 autres pourcents, c'était soit les maires des villages, et dans ce cas-là, bah, c'était bien eux hein, qui avaient les clés, ou alors des associations du patrimoine aussi sur les lieux, notamment Pierre en Marche dont on a parlé tout à l'heure. Une fois la personne référente contactée, bah, je me rendais sur place hein, pour effectuer la visite avec eux, trouver des points d'intérêt. Je leur demandais absolument tout ce qui pouvait leur passer par la tête. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu avoir des poulaillers des champs, l'ancienne cloche de l'école là, du village, un escalier sculpté dans la pierre collé à une grange, ou encore la description des blocs à terre. Donc les blocs à terre, c'est souvent connu sous le nom de longères qui sont couramment donc les maisons qu'on trouve, les maisons typiques des lieux hyper ruraux du centre de la France. Une fois tous ces renseignements recueillis, je les ai cartographiés, je les ai passés sous QGIS et je procédais également à un travail de recherche aussi auprès d'historiens locaux et ou d'archives locales. Puis ces informations-là, je les ai vérifiées par le responsable de la Fondation du patrimoine en Creuse. Et une fois que mon circuit était créé et validé, je le faisais aussi valider par le griteur ou le maire de chaque village ou encore le président de l'association du patrimoine de la commune. Donc, dans les détails, vous pouvez voir donc là, par exemple, le circuit des Forges. Donc, village de pierre, un vrai trésor parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont taillés dans la roche. En fait, donc tout simplement, comment on procède? On a plusieurs points d'intérêt. Donc, on voit qu'on a un circuit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça pouvait aller jusqu'à 10. Et donc, on procède comme un
un petit circuit, une chasse au trésor. En fait, on va aller voir tous ces points-là d'intérêt avec leur description, donc au verso, où là, par exemple, on pouvait avoir donc un village, donc celui-là, où on avait dans l'église des peintures qui datent de l'époque carolingienne, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez rare, qui daterait donc plus d'un millénaire. Ça a été assez. Ce sont des peintures en fait qui sont très remarquables et c'est assez controversé par contre. Donc bon, enfin, toujours ces dates-là qui remontent il y a très longtemps, c'est assez controversé, mais c'était assez sympa de le souligner. Aussi pour rebondir sur ce que Léa avait parlé tout à l'heure, on a un lavoir là dans ce village-là qui est un des plus grands lavoirs de Creuse. Et c'était assez cool. Puis on a des puits aussi, chose qu'on n'en a pas parlé, mais les puits, surtout en Creuse, les puits, c'est très très important, notamment vous avez dû entendre parler du plateau de 1000 vaches. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de vaches, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de puits, parce qu'en fait les vaches à l'origine, dans notre patois, c'était les puits, et donc le plateau des 1000 puits. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve une grande partie de puits en Creuse. Voilà, l'ancien poulailler aussi, poulailler des champs, tout ça, c'est des choses du patrimoine, du patrimoine vernaculaire qu'on remarque dans tous ces villages-là. Voilà pour cet exemple. Donc une fois le parcours validé, toutes les informations parfois ne figuraient pas dessus, puisque là on est sur quelque chose de papier, un recto verso, donc on est assez limité en termes de taille. Donc j'avais à disposition un logiciel pour mettre plus de précision, un logiciel de promenade qui pouvait être aussi sonore. Donc cette application, elle s'appelle WeVisit. J'ai rentré tous les circuits dessus en mettant plus d'informations et en enregistrant du coup avec ma voix toutes les balades pour une description sonore plus précise. Donc ce logiciel-là, il m'avait été mis à disposition par l'office de tourisme dans lequel je travaillais, mais ça aurait pu être un tout autre logiciel. Pour peut-être un petit retour sur WeVisit, la prise en main, elle n'est pas très intuitive, à la fois pour nous créateurs, mais aussi pour les touristes, hein, parce que j'ai eu plusieurs retours où c'était pas forcément, voilà, l'ergonomie de l'application n'était pas forcément des plus intuitives et des plus faciles, mais le fait de pouvoir s'enregistrer et mettre des audios, c'était un vrai plus. Je vous invite à scanner ce QR code là pour découvrir par exemple une nouvelle balade avec la légende de Saint-Julien. Voilà. Et puis alors pour vous donner une idée, voici donc la carte et les noms des circuits. Donc on retrouve Béthette et son étang, tout le Sainte-Croix, un village insolite où on a une église qui est séparée en deux. On a le clocher, puis le restant de l'église et la route passe au milieu suite à un effondrement. Donc c'est pour ça un village insolite avec une tour panoramique où on a la vue sur 7 départements, etc. Je vous tease un peu parce que les gens qui sont pas venus en Creuse, ça peut être intéressant. À Doméro, on a aussi une église avec des vitraux en tapisserie qui sont les seuls au monde. Enfin voilà, bref, on a plein de petits circuits qui peuvent être intéressants, notamment aussi à Chambonchard, village sauvé des eaux, où ce village-là a été voué à être englouti par tout simplement un barrage qui devait être construit. Donc ce village-là devait se trouver sous les eaux et par les pétitions et les manifestations de ses habitants, il a été sauvé. Donc voilà, en Creuse, quand on tient quelque chose, hein, on le retient. Bref, voilà, une fois tout ceci réalisé, donc il fallait communiquer sur ce projet. Donc dans les offices de tourisme de la Comcom, il y avait des affiches qui permettaient de se renseigner sur le concept et puis de pouvoir aussi euh, récupérer ces circuits, hein, puisque chaque office de tourisme de la Comcom était en mesure de sortir tous les circuits sous format papier. Puisque, pour rappel, donc on avait pas mal de curistes, souvent ils sont un peu réticents au numérique encore. Donc aussi, la communauté de communes, elle avait fait la promotion sur les réseaux sociaux de la Comcom et de l'Office de tourisme. Et tous les circuits donc, étaient accessibles et sont toujours accessibles en format numérique sur la page du site Creuse Tourisme. Pareil, hein, je vous invite à scanner ce QR code où vous allez tomber sur la page du site où là, on a tous les circuits disponibles par ordre alphabétique.
Voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour cette première étude de cas, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Azélie, pour cette présentation et pour ton travail qui est remarquable par rapport à tout ça, qui est très transversal aussi, qui montre vraiment tout ce qu'on peut faire de manière croisée sur la question des patrimoines, de comment on peut le rendre accessible, comment on peut croiser les formats aussi et comment on communique autour. Donc ça, c'était important pour nous de revenir sur un projet concret de A à Z, comment il se construit, comment on pense les choses, de l'état des lieux en fait à sa promotion. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait aussi dans le cadre de Paroles de patrimoine, grâce à nos expériences aussi qu'on a eues dans notre vie professionnelle et dont vous avez un magnifique exemple ici. Sur le deuxième exemple, donc là, on va aller sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un projet qu'on connaît, sur lequel on n'a pas travaillé, mais rapidement, c'est vraiment une autre approche. C'est une approche qui est plutôt sur l'art contemporain qui se mêle avec le patrimoine rural. Donc là, on sort vraiment de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, mais qui était cependant important de soulever. Pour information, pour remettre un petit peu le contexte du projet, le chemin de Compostelle, il est inscrit à l'UNESCO avec 71 édifices qui sont reconnus au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Donc, c'est 71 édifices qui sont emblématiques et qui se situent sur le long des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 177 000 pèlerins environ par an. C'est 4 routes différentes qui traversent la France pour aller jusqu'en Espagne, 32 étapes et environ 930 km. Donc, c'est vraiment un vaste circuit. Et en fait, au niveau des pèlerins, on va avoir vraiment à la fois des personnes qui vont dans une quête spirituelle, mais des personnes aussi qui vont se dépasser, qui vont aussi à la recherche d'une expérience au contact de la nature, au contact des personnes, qui vont découvrir le patrimoine qui se trouve sur ces chemins de Saint-Jacques et notamment le patrimoine rural. Donc il y a vraiment un petit peu plusieurs raisons à cela. Donc c'est un vrai territoire de projet par rapport à la thématique du jour. Petit clin d'œil à Léa, si tu peux nous éclairer sur le chemin de Compostelle. C'est vrai que tu avais une information plutôt intéressante par rapport à ça. Oui, merci. Simplement éclairer encore une histoire cosmique, mais pourquoi Compostelle? Pourquoi l'Espagne? Pourquoi parce que c'est vrai que c'est un peu flou. En fait, Compostelle, ça vient du latin campus stellae, qui veut dire littéralement champ d'étoiles. Pourquoi champ d'étoiles? Parce qu'un jour, quelqu'un est sorti de sa maison et a vu au-dessus de son champ une espèce d'agglomérat d'étoiles. Encore une fois, à l'époque, on regardait le ciel, on ne regardait pas nos pieds ou juste ce qui se trouvait devant nos yeux. Donc là, il regardait le ciel, il a vu un agglomérat d'étoiles et il s'est mis en dessous et exactement en dessous, il a trouvé les reliques de Saint-Jacques. Et à partir de là, on a édifié un lieu de culte et un lieu en hommage à Saint-Jacques. Mais encore une fois, et pour moi, c'était un joli clin d'œil, pour boucler la boucle du cosmique et du cosmos, c'est encore une fois lié à l'observation du ciel. Voilà. C'était pas fait exprès hein, que ce choix Pas du tout. d'étude de cas puisse se faire se lancer la balle, mais c'était l'occasion. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, donc en fait, le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'appelle Fenêtre sur le paysage sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est porté par une association qui s'appelle Derrière le hublot, qui a été créée en 1996 et du coup qui a la spécificité d'une scène conventionnée d'intérêt national art en territoire. En fait, qu'est-ce que c'est? Cette association, c'est un groupe d'artistes, de créateurs et de personnes qui vont au contact du territoire, au contact des habitants, au contact des acteurs locaux et qui vont mettre en place des projets d'art contemporain sur le territoire pour vraiment faire du lien entre les populations, le territoire et le patrimoine qui s'y trouve et vraiment surtout croiser les regards. Et ce qui est intéressant, c'est la dimension aussi d'art. Vraiment, on est hors les murs, on sort du musée, on a cette vocation à aller chercher le public aussi, à parler d'art en dehors des institutions et de se servir de l'art comme un nouveau moyen de dialoguer avec le paysage. Donc, ça va se traduire par... là, le projet, il a été commencé en 2016. Il se trouve sur le GR65. Et donc, du coup, donc là, il y a une carte rapidement qu'on a reprise. Et on voit les différents lieux qui sont marqués.
Et en fait, à chaque lieu, il y a une œuvre. Donc, c'est des œuvres qui sont monumentales et souvent qui sont pensées comme des abris, comme une halte sur le chemin des pèlerins le long de Saint-Jacques et qui vont permettre de parler du territoire. Donc, en exemple, on ne va pas faire tous les toutes les œuvres, pardon, j'avais perdu mes mots, mais celle-ci, elle était plutôt représentative du discours qu'on a eu tout le long de la masterclass, où on le voit rien qu'avec les images. Donc, c'est un projet qui s'appelle Super Kérou. Donc là, la construction, elle a vraiment été chercher la tradition de l'usage de la pierre sèche et, le savoir-faire local. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment, ça nous rappelle nos fameuses cabanes de tout à l'heure, nos chibottes, nos Bori et nos cadoles. Et on a ici du coup les kérous qui sont donc on est dans le Lot hein, globalement. Et là on est donc le kérou en appellation occitane qui désigne le tas de cailloux constitué par les paysans qui épieraient leurs champs. Donc là on tombe, donc le kérou dans le Lot, c'est le pierrier dont on parlait tout à l'heure en Creuse. Et à partir de ces pierres qu'on mettait sur le côté, on a pu faire des constructions. Et en l'occurrence là, c'est une œuvre artistique qui, en fait, rappelle vraiment ses savoir-faire et ses traditions rurales. Et là, on le voit très bien avec ce berger et ses brebis. Léa, Oui. il y a aussi le cairn. Peut-être que ça parlera aux randonneurs et aux promeneurs, puisque Kérou, c'est aussi en lien avec les cairns, les amas de pierres et de cailloux que vous pouvez retrouver tout au long de vos randos, que ce soit dans la montagne, les tourbières ou à côté des cascades. Voilà, c'est vrai que ça peut parler. C'est pour ça Kérou, c'est dans l'occitan, mais on a Kérou qui se rapproche de cairn dans notre langue française. Merci beaucoup pour cette information. Du coup, voilà rapidement pour ce projet-là. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. C'est super intéressant et en fait, ça offre aussi une autre perspective de valorisation du patrimoine rural qui peut se faire en partant du patrimoine propre. Donc, comme Azélie, elle est partie des éléments du patrimoine qu'il avait sur les communes. Elle a cherché l'histoire et les traditions qu'il y avait derrière pour les mettre en avant dans les circuits. Ici, on a une autre approche, toujours aussi en lien avec le territoire, avec les paysages et les traditions, mais on va vraiment mêler l'art contemporain. On peut y avoir d'autres exemples où l'art contemporain va être beaucoup plus, une forme beaucoup plus détachée du territoire, mais qui va permettre d'avoir une autre lecture de celui-ci. Je pense notamment à Horizon Sancy, dans le Sancy, en Auvergne, où là, on va avoir des œuvres monumentales qui vont être dispersées sur le territoire et qui vont permettre d'emprunter de nouveaux circuits, de découvrir de nouveaux paysages et du coup d'avoir l'occasion de découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles histoires locales et d'être confronté et d'être sensibilisé à l'art contemporain. Donc il y a vraiment en fait les formes culturelles et patrimoniales qui se croisent et qui évoluent aussi avec les époques. Donc, c'est comme ça que s'achève, on va dire, cette masterclass. On est désolé du temps, je vois l'heure. Pour terminer, vous pouvez continuer, donc vous pourrez retrouver le replay de la masterclass, les slides. Nous, on va vous proposer un projet concret avec Léa sur justement les symboliques des lieux de culte et toute une série de 3, on va dire, e-books pour vous accompagner dans vos sorties, vos balades qui vont être produits dans l'année qui arrive sur le site web. Donc, on vous en reparlera en temps voulu. Et vous pouvez aller découvrir les podcasts qu'on a pu enregistrer avec Azélie l'année dernière, hein, où on est toutes les deux pour décrypter le patrimoine rural. On y parle surtout aussi des écomusées, du folklore, des notions qu'on n'a pas forcément vues aujourd'hui. Et aussi avec Éric Bordesoul, qui était notre professeur d'université sur la question de patrimoine rural et dont cette masterclass est beaucoup inspirée. C'est un professeur qui nous a beaucoup marqué, donc n'hésitez pas à aller écouter ce podcast qui nous tient vraiment à cœur. Et on vous remercie pour votre écoute. Voilà, maintenant j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez des questions? Merci d'être resté jusqu'au bout malgré le temps qui passe. Des remarques, des suggestions, des expériences à partager. Oui, Noémie? Oui, bah, bonsoir déjà, merci pour l'organisation de tout ça, c'était vraiment super intéressant. Moi, je me pose quand même la question, aujourd'hui, effectivement, la sémiologie, c'est une discipline scientifique qui est, je pense, hyper comment, large, et je pense que plus on en sait, moins on en sait. Euh,
Et en fait, moi, malgré tout, comme je suis aussi dans le domaine de la recherche et que je fréquente dans mon entourage énormément d'archéologues, autour du paléo et du néolithique, j'aimerais exprimer aussi comment, leur argument, sur le sujet des symboliques de ces périodes-là. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu les codes de ces peuples, on n'a pas leur langue, on n'a pas leur mode de vie et aujourd'hui, je trouve que enfin et notamment, bah, par la communauté scientifique, on n'a pas d'arguments sûrs, concernant justement les bâtis et les signes qui a été utilisés par ces peuples-là. Donc c'est intéressant d'avoir des interprétations, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'interprétations qui passent par le spectre du 19e siècle et par le prisme de notre époque. Et c'est très, très dur de s'en détacher et au niveau des symboles, c'est ça et le patrimoine rural est bourré de symboles absolument partout. Les signes lapidaires, on ne sait toujours pas à quoi ça servait. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et je pense que c'est bien des fois aussi de ne pas savoir parce que ça permet d'avoir des approches et ça permet d'attiser la curiosité et en fait, en attisant la curiosité des gens, on leur fait aimer aussi ce patrimoine-là et si les gens aiment ce patrimoine, ils vont le défendre. Donc je trouve que Ouais, c'est mais très bien aussi de conserver une partie un peu, pas de donner d'explications parce qu'on ne peut pas non plus. On n'a pas les clés, mais ça permet justement cette part aussi, d'inconnu, permet d'intéresser les gens et peut-être justement aussi d'encourager les gens vers la sémiologie, moi la première, j'encourage les gens dans ça et c'était super intéressant aussi d'avoir cette approche. merci beaucoup pour ton retour. C'est aussi l'objet de laisser libre interprétation à partir de tout ce qu'on vous a dit pour aller, creuser les sujets qui vous ont plu et de peut-être, on a attiré votre curiosité sur certains sujets, sur certains lieux, à aller découvrir et à faire aussi votre propre lecture, en soi, on ne prétend pas avoir le savoir, universel et on essaye avec, les ressources qu'on a de transmettre des idées et surtout de piquer la curiosité, des personnes qui nous écoutent. C'est ça l'idée de transmettre de cette manière-là. Est-ce que d'autres personnes veulent ajouter un mot? J'ai vu que dans le chat, il y a eu des petits messages. Merci beaucoup. Non, voilà, personne qui veut réagir, bon et ben, merci beaucoup en tout cas. Alors hop, je vois juste qu'il y a les messages. Oui. Alors, ouais, la basilique de Vézelay, est-ce que du coup tu veux nous en parler, Louise? Juste avec ton micro sans forcément, allumer ta caméra si ça marche pas trop la connexion. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez très bien vu Ouais, que on t'entend. je suis en partage de connexion et j'ai très, très peu de réseau. Je voulais justement, parler de la basilique de Vézelay en tant que basilique qui appartient au cosmos, c'est-à-dire solstice d'été, solstice d'hiver comme, a exprimé, Léa, avec Aix-la-Chapelle. Et justement, elle appartient au départ de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout la thématique du cosmos sur Saint-Jacques. Donc, ça me donne une nouvelle clé pour mieux comprendre en fait cette basilique. Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup. C'était tout pour moi. Bah, merci beaucoup pour ton retour, sur ça. Du coup, merci à Léa de nous avoir éclairés sur ces questions-là. Bah, sur ce, je vous propose qu'on puisse, qu'on arrête. Du coup, je vais déjà arrêter l'enregistrement pour être sûre que tout s'est bien passé. Pour la suite,